Ben voilà, la couleur est affichée, hein, le textile Mode in Roubaix, rendez-vous important qu'on vous propose. Et merci d'être là avec nous. Bienvenue Guillaume Delbar, maire de Roubaix. Ben, je vous laisse accueillir vos invités. On est ravis d'accueillir une bonne partie des leaders de l'écosystème roubaisien et aussi avec un digne représentant côté Hauts-de-France parce qu'on ne veut pas jouer le petit village gaulois et on va parler mode, textile et avenir, nouveaux modèles et plein de choses passionnantes. Ce rendez-vous est fondateur dans l'histoire présente de cette ville de Roubaix. Nous allons passer environ 90 minutes en votre compagnie pour vous présenter ce qui est bien plus qu'une démarche textile, mode in Roubaix. C'est vraiment une aventure collective que nous allons partager, en commençant tout d'abord par vous expliquer cette dynamique qui existe déjà. Il y a un socle, évidemment, un socle et aussi une histoire du textile à Roubaix. Et puis, lorsqu'il s'agit de mettre en place des dynamiques, c'est intéressant aussi d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Nous vous emmènerons à la découverte de la Cosmétique Valley et vous verrez des similitudes entre ce qui se passe dans ce secteur industriel tellement important. Nous sommes aujourd'hui les deuxièmes au monde sur ce secteur en France et ce que vous mettez en place à Roubaix. Une démarche, une dynamique, ça se signe aussi. Alors, ça y est, vous avez déjà lancé le claim, comme on dit, Mode in Roubaix. Oui, il fallait un label fédérateur et on a trouvé que le Mode in Roubaix, c'est un joli clin d'œil au Made in et à tout ce qui se passe sur le territoire. Bien vu. Avec une capacité à aller bien au-delà. Alors, Mode in Roubaix, un logo également, qui sera votre logo, le hashtag, tout ce qu'il faut, on vous le présentera également. Et puis surtout, on s'attardera à découvrir ensemble, à partager ensemble la feuille de route. Parce qu'il faut tous se mettre au travail et passer à l'acte. 5 chefs de file nous rejoindront sur 5 thématiques qui vont démultiplier, déployer cette démarche inédite pour cette ville. Alors, vous êtes avec nous, vous pourrez aussi nous poser vos questions au fil de l'eau. Je vais les voir sur cet écran. N'hésitez pas. Alors, des questions, mais peut-être aussi un commentaire, un témoignage, une ressource que vous voulez nous partager. N'hésitez pas et tout ça sera évidemment présenté à l'écran. Et puis aussi de la parole d'acteurs, parce que vous êtes nombreux, acteurs du textile à Roubaix. Et on le précisera dans quelques instants avec Guillaume Delbar, mais écoutez une première série de témoignages. Savoir s'inventer, se réinventer, innover. Construire ensemble un avenir de la mode plus durable à Roubaix. Qui a su se transformer par son caractère résilient. Une nouvelle manière de produire, une nouvelle manière de consommer. Cette action de relocaliser une partie de la fabrication textile. Il n'y aura pas d'économie sans justice sociale. Et c'est ce qu'on fait ici. Redévelopper Roubaix et aller chercher le futur, ça c'est certain. En fait, la filière, elle n'est jamais morte et elle est en train de redémarrer. C'est ça qui est beau. Je suis certain qu'on va y arriver. On retrouvera ces acteurs roubaisiens tout à l'heure. Alors Guillaume Delbar, j'entends se réinventer, j'entends mode durable, j'entends ramener de la production à Roubaix, la barre est haut. Votre commentaire sur ce qu'ils disent ? C'est révélateur de ce qui est en train de se passer sur le territoire avec ce qu'on peut appeler un alignement des planètes, ouais. Une accélération de l'histoire. Et pour nous, c'est à la fois une évidence politique dans une ville qui est née, qui a grandi et qui a connu des difficultés avec le textile. C'est aussi une nécessité écologique. On en parlera beaucoup, changer de modèle, faire du durable. Et c'est enfin une opportunité économique et sociale pour le territoire avec de la création de valeur et de la création d'emplois. J'ai l'impression que Roubaix a un peu rendez-vous avec l'histoire. Regardez ces chiffres pour se rappeler cette incroyable histoire du textile à Roubaix. En 1911, 70% de la population active travaillait dans l'industrie textile à Roubaix. 66 000 salariés, dont à peu près les 4/5 d'ouvriers. Un autre chiffre, regardez, en 62, on saute plus de 50 ans, ça tombe à 33 000 salariés. Et puis, plus proche de nous, 2017, 5 000 ouvriers, j'allais dire plus que 5 000 ouvriers dans le textile. L'alignement des planètes ramènera-t-elle de l'emploi à Roubaix ?
Oui, de l'emploi, mais évidemment, on ne refera pas l'histoire telle qu'elle a existé. L'idée, c'est de créer de nouveaux modèles en innovant, en intégrant des contraintes de mécanisation, de modernisation, et surtout en faisant une industrie moins polluante. On ne peut plus se permettre d'avoir une mode et le textile qui sont les deuxièmes plus polluants. Donc votre ambition est de recréer ce qu'on va appeler, le mot est employé à toutes les sauces parfois, mais un écosystème. Qualifiez-le, ça. Oui, l'idée, c'est de permettre aux acteurs qui sont sur un même territoire, mais plus largement dans la métropole et dans la région, de se connecter. Et de travailler à une feuille de route commune. C'est l'objectif du jour et des mois qui viennent. Tout simplement pour se regarder non pas comme des concurrents, mais bien comme des partenaires. Je pense que fondamentalement, c'est ce qui peut être différent. Moi, j'ai vu ça sur pas mal de territoires. Je pourrais prendre l'exemple de la chaussure à Romans-sur-Isère, Oui. Qui est Bon exemple. qui est dans cette logique-là de reconquête. Après avoir étudié un peu ce qui se faisait là, la vraie différence qui s'est passée, c'est quand des gens qui se regardaient comme des concurrents se sont considérés comme des partenaires qui travaillent ensemble et pas l'un contre l'autre ou l'un à côté de l'autre, des fois sans se parler. La connexion de l'écosystème, c'est ça, et ça fait la différence sur un territoire. Est-ce qu'on va réellement pouvoir reproduire à Roubaix ? Je pense que, et puis on le verra avec Olivier Ducatillon, je pense qu'il y a... Oui, je vous présenterai dans quelques instants. Bienvenue, Olivier. Il y a des parts de marché à regagner, point par point, j'allais dire, avec des belles aventures. On reparlera tout à l'heure des ateliers résilience, du t-shirt low impact. Donc oui, il y a des signes. Et puis il y a des gens qui sont là depuis longtemps, on l'a vu dans le reportage, qui ont une histoire familiale avec des très belles histoires à continuer et une dynamique locale à développer en saisissant les opportunités, parce qu'on a vu que l'une des leçons de la crise Covid, c'est d'avoir accéléré ce phénomène de relocalisation et cette attention pour le Made in France. IMC, Tissu Papy, on les retrouvera tout à l'heure. Alors, il y a un socle d'acteurs incroyable. Vous allez voir dérouler à l'écran, là, ça peut donner le vertige. Le service de développement économique de la ville a fait le recensement de tous les acteurs, multisecteurs. Il déroule, c'est là une carto impressionnante. Qu'est-ce que vous proposez à tous ces gens-là ? De travailler ensemble. Pour regagner, je le disais, des parts de marché, pour préparer l'avenir, parce que la bataille, il n'y aura pas de reconquête sans formation, sans talent. La bataille des talents, elle est importante. Et surtout de se définir un avenir commun. Que chacun ne soit pas dans son couloir, mais bien qu'on travaille ensemble pour préparer l'avenir, sortir de nouveaux modèles, et puis aussi gagner en attractivité globale sur le territoire roubaisien, je le redis, métropolitain, et aussi à l'échelle de Hauts-de-France. Alors, il y aura plein de batailles à mener et de fronts. Celle de la compétitivité, celle de la qualité, celle de la redynamisation territoriale. Comment allez-vous affronter une des batailles qui n'est pas des moindres, celle des talents, des compétences ? Déjà, je voudrais dire un petit mot. Le consommateur change depuis quelques années. Ouais. Et ça, c'est fondamentalement le moteur qui nous donne l'espoir, parce que on peut toujours produire local, mais s'il n'y a pas d'attention et de volonté du consommateur de reconsommer local, ça risque d'être inutile. Et là, on voit des changements qui sont notables. Et après, l'intérêt de ce qui se passe sur Roubaix, c'est qu'on a déjà une base de formation importante. Alors, évidemment, on n'a pas toutes les formations, mais il y a des formations historiques comme l'ANSET, l'école d'ingénieurs textiles. Il y a S-Mode aussi qui est là depuis longtemps. On a deux nouveaux projets comme l'école de production pour compléter l'écosystème. Et puis après, on regarde ça au niveau plus global pour travailler avec tous les acteurs du territoire. Et cette bataille, elle est fondamentale, parce que sinon, ce serait que de bonnes intentions et une difficulté à concrétiser tout ça. La bataille des talents dans toutes les industries, c'est vrai dans le digital, où Roubaix a aussi des points forts avec OVH, Ankama et pas mal de leaders. C'est ce qui donne l'attractivité du territoire, c'est ce qui donne envie à des gens de s'installer, à des gens de se relancer, et des capacités de production grâce aux talents formés sur les territoires. Alors, je reviens vers vous dans quelques instants. Vous êtes nombreux à être connectés à ce live. Vous nous faites des petits coucous et c'est sympa. Il y a l'usine qui nous a fait des coucous.
Pour la formation, un format est là, nous dit Sylviane. Il y a je ne vais pas citer tout le monde, mais... mais ils sont tous là. Alors, bonjour du coup, un format, alors. Bonjour à vous tous. Merci d'être là, en tout cas. Non, je reviens à vous dans quelques instants. Le temps d'une première question à Olivier Ducatillon. Alors, vous êtes PDG de la société Le Maître de Mester, mais surtout, on vous invitait en qualité de président de l'UITH Nord. L'UITH, c'est notre structure syndicale textile, qui est tellement importante. Je voudrais vous faire réagir à cette ambition que nous partage Guillaume Delbarre. Je voulais d'abord remercier Guillaume pour l'initiative et j'ai envie de dire bravo parce qu'on ne peut qu'applaudir ce genre d'initiative. Ce qui est frappant, c'est quand on s'est vu, on s'est rendu compte qu'on partageait mais complètement les mêmes objectifs, les mêmes envies et dans le textile plus qu'ailleurs, tout ce genre de projet, c'est avant tout des histoires, des histoires d'hommes et de femmes et c'est l'être humain, c'est l'humain qui fait la différence. Donc ma réaction, c'est qu'effectivement, on est en train de vivre une révolution, un véritable tsunami depuis 2017 sur l'attitude des consommateurs. Aujourd'hui, les consommateurs ne sont pas des gens c'est avant crise, passifs. Avant crise. La crise a été accélérateur. La crise n'a fait que exacerber tout ça. Et aujourd'hui, c'est le consommateur qui décide. Et le consommateur, il veut faire un achat qui a du sens, un achat citoyen, un achat, j'aime bien dire ça, mais bon pour la santé, bon pour la planète. Et le côté planète est très important. Et l'achat citoyen, parce que c'est important que ça recrée de l'emploi, c'est important que aussi on puisse trouver des solutions à la fois sociales, économiques, comme Guillaume l'a dit tout à l'heure. Donc on ne peut qu'applaudir sur cette initiative, sachant que c'est une initiative qui, nous, au niveau régional, s'inscrit complètement dans notre feuille de route également. Alors, votre feuille de route, vous avez lancé en septembre dernier la Textile Vallée. Je reviens vers vous dans quelques instants pour que vous nous expliquiez la cohérence de cette initiative roubaisienne avec la Textile Vallée. Guillaume Delbarre, donc vous avez fait le travail de recensement des acteurs. Il y a une cartographie qui existe, ce document est d'ailleurs à votre disposition, mesdames, messieurs. Quelle va être la méthode là? Parce qu'il faut se mettre au boulot après. Oui, tout à fait. On s'est dit que charité bien ordonnée commençait par soi-même et commençait par faire le tour des forces en présence. Et c'est vrai qu'on a été tous bluffés par le nombre d'acteurs présents sur le territoire. On en connaissait pas mal, mais il y a un vrai effet de masse. Et l'idée, c'est vraiment de connecter ces acteurs, de les faire travailler ensemble, de les faire partager une feuille de route, une ambition, avec les complémentarités de nos voisins métropolitains, avec la logique aussi d'être présent à l'international, avec la logique aussi de moderniser et avec le soutien des collectivités alignées pour travailler sur ce projet. Et donc l'impact de ce grand projet roubaisien, il est social, il est économique, il est écologique. Écologique, oui. C'est pas pour rien si on a été la première ville en France à se lancer dans le zéro déchet. C'est parce qu'on était déjà convaincus, et vous l'avez suivi à travers pas mal de documentaires qui ont montré cette écologie souriante qui a plu à Édouard Philippe quand il est venu faire son séminaire de rentrée avec ses ministres en 2019. C'est une écologie souriante parce qu'elle est concrète, elle est proche des gens et elle travaille sur un nouveau modèle vertueux sans être contraignant. Et c'est un peu la même logique. La logique, c'est de faire adhérer des acteurs à une dynamique commune, de renouveler les modèles de manière vertueuse et de préparer un monde plus durable. Parce qu'on n'en parle pas souvent, mais la relocalisation, c'est quand même un très très bon moyen de mieux consommer et d'utiliser moins de ressources. Alors, il y a un plaidoyer là. Quand je vois le fil des questions, tout le monde dit OK, comptez sur nous. Caroline pour Maison de Mode, Jean-Marc pour Club Tex. Enfin, ils sont tous là, Emmanuel, etc. Continuez à nous envoyer vos remarques et commencez aussi à poser des questions pour approfondir le débat, bien évidemment. Vous êtes tous acteurs de Mode in Roubaix. Olivier, vous nous avez amené des chiffres fournis par une étude Cycle Éco sur l'impact
carbone du textile. Regardez ces chiffres pour montrer l'ampleur de la tâche. Aujourd'hui, 97% du textile consommé en France est importé. Première réalité. Deuxième réalité, est-ce que vous savez, chacun d'entre nous, combien on consomme de textile par an? 8 kilos. 8 kilos de textile par an. Et faites la démonstration de ça. Ça, c'est important. Expliquez-nous. Alors, c'est déjà une réalité. Je pense que c'est des chiffres simples, mais qui parlent aux gens et qui parlent aux consommateurs que nous sommes tous. Donc, 97% de l'import. Et notre bilan carbone, notre empreinte carbone, si elle n'est pas bonne, et si on est l'industrie en France, la deuxième industrie la plus polluante, c'est parce qu'on a 97% de l'importation. Et l'importation est souvent la source majeure d'un bilan carbone négatif. J'ai demandé à Manu de remettre le troisième chiffre. Parce que je comprends, voilà. Si on relocalise 1%, c'est 4000 emplois créés. Alors, on a fait, il y a des calculs et c'est pour ça qu'on s'est appuyé sur une étude parce que c'est tellement facile d'annoncer des choses qu'on ne peut pas prouver. Donc, on s'est appuyé sur une étude qui démontre tout ça. C'est qu'aujourd'hui, il y a des éléments factuels. 1 kilo de textile qui va être consommé mais importé va avoir un impact 2 fois supérieur sur l'empreinte carbone par rapport à ce même textile qui serait produit en France. 54 kilos d'équivalent CO2 correspondant sur 1 kilo importé contre 27 kilos si c'est produit en France. Donc, ce qui veut dire qu'on peut réduire notre empreinte carbone à chaque fois qu'on relocalise notre production. Les 1% et les 8 kilos, donc chaque consommateur consomme 8 kilos. Si vous prenez 1% de ces 8 kilos, soit 80 grammes, juste pour que chacun se représente bien, c'est un bonnet, c'est une paire de chaussettes, un soutien-gorge, une culotte, un slip, voilà, c'est des choses très simples, c'est dans la vie quotidienne. Et l'équivalent de ce nombre de pièces textiles avec l'équivalent en tissu ou en maille et en fil derrière, si vous vous assurez quand vous achetez ces 80 grammes, donc soit un achat dans l'année, que c'est bien fabriqué, il faut bien s'en assurer. C'est là tout l'enjeu de cette traçabilité, de bien prouver qu'on est capable de sourcer depuis la France, depuis le fil jusqu'à la garde-robe. Et ben c'est 1%, c'est 80 grammes, ça représente la création de 4000 emplois. Voilà, c'est ce qu'on a vu. Mon prochain slip sera roubaisien. Voilà. Alors, en tant que syndicat textile régional, vous bossez beaucoup sur ce volet environnemental du textile. Cet écosystème, c'est le deuxième plus important de France après Rhône-Alpes, est très localisé sur la métropole lilloise, 90% sur la métropole lilloise. Vous avez lancé, fort de ce constat, la Textile Vallée. Alors, 2 mots sur la Textile Vallée et surtout, parce que si on vous a invité, là c'est pour ça, surtout dites-nous quelle sera la cohérence de cette démarche roubaisienne avec la Textile Vallée. Le constat est exactement le même qu'a fait Guillaume tout à l'heure, c'est de se dire on a la chance d'avoir un écosystème extraordinaire avec des acteurs de renom. Là, moi, je parle de manière régionale, mais en dehors, le syndicat n'étant qu'un fluidifiant et quelqu'un qui va mettre en relation. Mais je parle le CETI, donc une référence en termes de recyclage, on verra tous les acteurs, Ramaterials, le pôle de compétitivité, plus tout ce qui est formation, plus tous les acteurs de cet écosystème. Et il y en a énormément, là non plus, je ne peux pas tous les citer, mais on s'est rendu compte d'une chose, c'est que tous ne travaillaient pas forcément naturellement ensemble, alors qu'on était quasiment voisins, et que notre rôle, ça a été de dire parlez-vous, parlons-nous, essayons d'avoir une offre cohérente, claire, vis-à-vis des tiers, vis-à-vis à la fois des adhérents, des industriels, mais aussi des consommateurs, et des consommateurs qui sont aussi des potentiels candidats, parce qu'aujourd'hui, on le verra plus tard, mais trouver des gens et recruter des gens, c'est pas forcément évident, il y a l'attractivité, et nous, notre rôle, on s'est dit, on va créer cette marque ombrelle de Textile Vallée, qui était un concept en septembre quand on l'a lancé, et qui n'est pas encore officiellement sur le marché, mais a été et lui, il sort du bois, là. Et c'était juste une rencontre extraordinaire. Et de dire que moi, j'ai un grand truc, c'est de dire qu'il faut toujours se construire avec et pas se construire contre. Alors, à noter d'ailleurs que vous êtes, je crois, l'un des seuls syndicats à réunir à la fois le textile et l'habillement. Le seul en France. C'est important pour avoir l'ensemble de la chaîne de valeur. On était le seul en France et je pense que c'est vraiment... Textile Vallée,
Made in Roubaix, même combat, comment? Rapidement là, expliquez directement à Guillaume Delbarre. Même combat et encore une fois, ça coulait de source, ça paraissait naturel. Nous on est super ravis de se dire qu'il y a des initiatives sur Roubaix. Et Roubaix c'est le textile, hein, je veux dire, à un moment c'est l'histoire. Bien sûr qu'il y a d'autres centres, il y a d'autres acteurs, mais si déjà Roubaix est le premier à faire cette avancée, et nous ce qu'on demande à Roubaix, à Guillaume, dire affichez votre appartenance, parce qu'encore une fois, c'est une question d'homme, de fierté, d'histoire. On revendique notre histoire, on revendique nos savoir-faire et on doit tous partager les mêmes objectifs. Concrètement, là. Donc, concrètement, ça veut dire Made in Roubaix, bienvenue à Roubaix, quand vous arrivez dans la ville, vous avez le panneau, c'est Roubaix, membre de la Textile Valley. Ouais. C'est qu'on revendique ces couleurs de Textile Valley. Ça vous va ? Ça nous va parfaitement, on a été alignés en quelques secondes. C'était, comme le disait Olivier, très troublant, parce que je retrouvais un certain nombre de mots pour mot, comme si on avait les mêmes éléments de langage travaillés, alors que c'était tout à fait naturel et spontané. Donc la question c'est pas posée, je lui ai dit on organise ça, on va le faire ensemble. On a l'immense chance d'avoir une région qui s'appelle Hauts-de-France, donc quand on est présent à l'international, on ne s'appelle pas Grand Nord, ou on s'appelle Hauts-de-France, donc on revendique le régional et le national en même temps. Et l'idée, c'est évidemment de travailler ensemble et nos deux marques, elles sont parfaitement complémentaires. Donc, Made in Roubaix, bienvenue dans la Textile Valley. Merci beaucoup, Olivier Ducatillon. Merci à vous et bravo. Il compte sur vous. Il compte sur vous. Comme je vous l'annonçais dans le sommaire, on va aller voir ailleurs. Hein, et après, on reviendra évidemment à Roubaix pour votre feuille de route. Et on va aller voir ailleurs, à la découverte de la Cosmétique Valley. Vous connaissiez la Cosmétique Valley ? Oui, je suis allé faire un petit tour pour étudier tout ça et voir ce que ça pouvait nous apporter. Bienvenue Christophe Masson, vous êtes directeur général de la Cosmétique Valley, je crois que vous êtes en ligne avec nous. Vous nous entendez ? Oui, bonjour à toutes et tous, bonjour monsieur le maire, on avait eu le plaisir effectivement de vous accueillir il y a quelques temps pour travailler sur le cluster, vous m'entendez ? Oui, on vous entend parfaitement. Alors Christophe Masson, donc, vous allez nous emmener à la découverte de la Cosmétique Valley. Hein. Notre but, il est simple, hein, essayer de prendre le meilleur de ce qui se passe chez vous pour essayer, avec la personnalité roubaisienne, de le mettre en œuvre ici. Alors, le marché de la cosmétique est un marché mondial gigantesque. Hein. La gamme est très large, du soin, de maquillage, parfum, produits d'hygiène, tout ça. C'est une filière industrielle, et une filière industrielle française très importante, avec des savoir-faire implantés en France sur toute la chaîne de valeur de la cosmétique. 3200 entreprises, 250 000 emplois en France, c'est le deuxième contributeur à la balance commerciale après l'aéronautique. Et c'est une activité qui s'est fortement industrialisée, notamment au XXe siècle. Alors, expliquez-nous sur quel fondement vous avez souhaité créer cette Cosmétique Valley, et après on verra ce qu'elle produit aujourd'hui. Très bien, merci. Écoutez, alors déjà, effectivement, vous rassurez sur le fait qu'aujourd'hui, quand je vais vous parler de cosmétique, je vais vous parler d'une industrie qui vend des parfums, des maquillages, des produits de soins dans le monde entier, sur un marché en croissance qui est estimé aujourd'hui à 500 milliards. Et c'est une industrie qui est le symbole du fabriqué en France. On a tous les maillons de la chaîne de valeur en France qu'on fait fonctionner, qui sont en fait aujourd'hui un véritable exportateur pour la France, puisque la cosmétique est le second contributeur à notre balance commerciale. Alors, notre histoire, parce que c'est ça qui est intéressant de mettre en perspective, même si évidemment on ne peut pas comparer le textile, la mode et la cosmétique, ce sont des industries différentes, des territoires différents. Notre histoire, elle est, je crois, intéressante. La première étape de notre histoire, c'est les années 70. C'est d'abord une réalité industrielle qui s'est installée autour de Paris, dans cette Cosmétique Valley, donc des industriels qui ont quitté Paris suite à une politique aussi de décentralisation, industriels qui se sont implantés à 1 heure, 2 heures de Paris, les sous-traitants, les fournisseurs ont suivi, et on avait dès les années 70 une réalité industrielle. Ça, c'est la première étape. La seconde étape,
c'est en 1994, vous disiez tout à l'heure une histoire d'hommes et de femmes, une vingtaine d'entrepreneurs qui se sont mis autour de la table et ont voulu créer Cosmetic Valley pour répondre à 2 enjeux. Le premier, c'est que les acteurs entre eux se connaissent et qu'on puisse développer sur un territoire donné des synergies de proximité. Le second, c'est de se dire, on est peut-être un petit peu concurrent si on regarde à l'échelle d'un territoire, à l'échelle de Roubaix ou à l'échelle des Hauts-de-France, mais quand on regarde le marché mondial, on a probablement des choses à faire ensemble, des valeurs à porter ensemble, et c'est ce que se sont proposés de faire la vingtaine d'industriels qui se sont réunis dès 1994 autour de la marque Cosmetic Valley. Alors après, en 2005, vous avez créé une association, donc c'est aujourd'hui une association. Une question... je crois que tout de suite, vous avez mis sur la table, ça a été un point d'entrée de la Cosmetic Valley, le sujet de l'innovation. Alors, expliquez-nous comment ça se pilote, ça s'anime et qu'est-ce que ça produit ? Alors effectivement, ce qui a été le premier moteur, c'est quand même, je dirais, le business. Comment est-ce que nous, entrepreneurs, on peut fonctionner mieux ensemble et aller ensemble adresser les marchés. Mais c'est très vite posé la question de l'innovation. Et c'est ce qui a valu la labellisation de Cosmetic Valley en 2005 comme pôle de compétitivité. Si on a une réflexion moyen terme, si on veut stabiliser une filière, la développer sur un territoire, il faut évidemment investir sur l'innovation. Et c'est à partir de 2005 qu'on a intégré dans notre réseau, au-delà des industriels, grands groupes, PME, TPE, des universités, des centres de recherche, des organismes de formation. Et pour répondre très directement à votre question, pour amorcer la pompe, pour faire fonctionner l'innovation collaborative dans notre secteur, ce qui a fait notre force, c'est de ne pas être seulement la réunion des marques cosmétiques ou seulement la réunion des fournisseurs d'ingrédients, mais plutôt l'association qui réunit l'ensemble des métiers. D'accord. Qui sont un petit peu moins concurrents du coup. Et on a pu faire naître directement, très directement en 2005, beaucoup de collaborations, je dirais en verticale, entre des entreprises qui ont des métiers complémentaires, mais qui ont un intérêt ensemble à prendre un risque, à investir dans l'innovation pour monter des marches et se différencier sur les marchés internationaux. Vous pouvez nous donner des preuves, je crois que vous avez 600 membres aujourd'hui au sein de la Cosmetic Valley. Vous pouvez nous donner des preuves de fertilisation entre industriels, des preuves? Oui, alors elles sont très très nombreuses. Nous avons commencé en 2005 par des projets collaboratifs. Quelques exemples, une entreprise spécialisée sur la peau a découvert l'importance du microbiote cutané. Elle s'est associée avec un fournisseur d'ingrédients, une marque, un laboratoire de recherche, et tous ensemble, ils ont inventé ou réinventé ou découvert aussi ce qu'est le microbiote cutané, et c'était en 2009. Et ces industriels, 4 ou 5 autour de la table, avec le soutien des pouvoirs publics, ont amorcé ce qu'on appelle une grappe d'innovation. Aujourd'hui, en 2020, en 2021, on parle du microbiote cutané comme une seconde peau. Donc on voit bien la force de réunir des acteurs complémentaires sur des sujets un peu stratégiques pour prendre une place qui est encore une place de leader 10 ans après sur des innovations de rupture. Et c'est ça tout l'intérêt, au-delà d'être un cluster d'entreprises qui au quotidien fait en sorte qu'il y a des synergies du business entre les entreprises, on regarde un petit peu plus loin sur des grands enjeux et on se différencie en investissant dans l'innovation sur des grands sujets stratégiques. Alors, il y a un point fort dans ce que vous dites, j'ai encore plein de questions à vous poser, il y a un point fort dans ce que vous dites, c'est que la Cosmetic Valley, c'est autre chose qu'un club de métier. La Cosmetic Valley, si je comprends bien, c'est d'abord une chaîne de création de valeur. Comment vous entretenez ça ? Et quels sont, je vais parler industriel, vos KPI pour le mesurer? Alors, effectivement, on est dans une logique très, très industrielle. Ce qui fait nos facteurs clés de succès, je crois, c'est d'abord notre présence sur le terrain. On est vraiment des acteurs du terrain, aux proximités des industriels, et on fait ce matching sur le terrain des entreprises. C'est un travail que l'on mène de manière très étroite en partenariat avec nos territoires. Vous parliez tout à l'heure de l'articulation entre Textile Valley et Mode in Roubaix, c'est essentiel. Mode in Roubaix va évidemment être un des éléments qui va contribuer à valoriser la marque et les initiatives de la Textile Valley, et il y a des vraies complémentarités que l'on joue. Donc acteurs de terrain avec les territoires. Ensuite, la deuxième chose qui fait notre force, c'est cette logique de filière.
Je le disais tout à l'heure, mais c'est très important. Pour avancer, si on avait réuni que les marques entre elles ou si on avait réuni que les fournisseurs de packaging ou d'ingrédients, on n'en serait pas arrivé à ce niveau de développement et de synergie dans notre réseau. Donc de ne pas avoir que des concurrents. D'accord. L'autre sujet, troisième, j'en ai 5 en fait. Alors, le troisième, mais vous l'avez abordé, c'est l'importance d'une marque commune, de valeurs partagées communes, parce que c'est ça qui va driver à moyen long terme une stratégie collective. Quatrième facteur de succès, c'est le développement économique. Très clairement, tout ce qu'on fait, même quand c'est de l'innovation, on le réfléchit très tôt, même quand c'est un projet de recherche, en termes de marketing et en termes de positionnement sur la scène internationale pour différencier ce qui fait aujourd'hui la force de nos entreprises, c'est de vendre les valeurs du Made in France. Un produit cosmétique, quand il est acheté en Chine, il est acheté français parce qu'il est considéré comme le plus sûr, le plus performant, le plus innovant, le plus durable. D'accord. Et puis, cinquième facteur de succès, c'est un élément de gouvernance, sans doute que vous aborderez dans la structuration du cluster et de la dynamique. C'est quoi votre gouvernance ? Une gouvernance où on a souhaité mettre au même niveau TPE, PME, ETI, grands groupes, territoires. Et c'est, pour vous dire tout, on a un conseil d'administration très large qui réunit une 60aine d'acteurs, donc c'est assez gigantesque. Mais c'est ce qui fait notre force aussi, puisque nous avons une représentativité dans le conseil d'administration qui est représentative de notre écosystème français, qui est fait de beaucoup de très petites entreprises, de métiers spécialisés et d'entreprises plus d'envergure internationale. Alors, donc chaque voix compte dans la gouvernance de la Cosmetic Valley. Je vous propose de débriefer ce que vous nous avez présenté, et merci, avec Guillaume Delbarre et ses chefs de file. En fait, Guillaume Delbarre, vous avez déjà sollicité des chefs de file, vous les avez appelés comme ça. Ils sont 5 sur 5 thématiques sur lesquelles vous allez vous mettre au travail, et vous expliquera tout à l'heure le mode d'emploi. Emmanuelle Axer, vous êtes directrice de maison de mode. Alors vous, c'est le champ création et design. Nous avons également Anne-Sophie Giraud, vous êtes directrice emploi-formation à l'UETH, l'Union des industries textiles et habillement, on en parlait tout à l'heure. Vous êtes sur le champ compétences RH. Eric Van Dendrich, vous êtes CEO Yarn & Co, c'est les marques Fildar, Pingouin, et vous, très important chef de file du groupe Recycler ou limiter les stocks. Annick Géane, qui est en liaison avec nous. Elle est présidente du Hub et présidente de Fashion Green Hub, chef de file du groupe Relocaliser la production. Bienvenue à Annick. Et je ne sais pas si Samuel Tapin est également avec nous, le directeur de Blanche Maille. Il n'est pas encore avec nous, il va nous rejoindre. Lui, il est sur le sujet des nouveaux outils de vente. Alors, débriefing avec le DG de la Cosmetic Valley. Première réaction, voire question. Qui veut prendre la parole ? Guillaume Delbarre ? Allez, je lance. Ce qui est fort dans l'expérience, c'est la capacité à fédérer. Oui. À fédérer des acteurs de tailles différentes, avec l'objectif, en effet, vous l'avez très bien dit, et ça a été décrit, de créer une chaîne de valeur et d'en faire plus ensemble. Et c'est ça qui me semble important. Après, chacun a son histoire, chacun a ses particularités, mais c'est vrai qu'on a oublié de parler pour l'instant des grands donneurs d'ordre. Et c'est vrai qu'on a une concentration. Eric Van Dendrich l'incarne dans son parcours personnel. Il était chez Okaidi, chez Heidi Kid. Il reprend Fildar. Il y a eu l'aventure de la renaissance de la Redoute, d'Amar. On pourrait multiplier les exemples. Et ça, c'est un élément majeur d'avoir des grands industriels, des grands acteurs de la distribution, mais aussi d'avoir la jeune création avec Maison de Mode, d'avoir cet écosystème de formation qu'on évoquait. Et ce qu'on voit bien dans l'expérience de la Cosmetic Valley, c'est que la capacité à fédérer, elle fait la différence. Elle permet de mieux voyager à l'international. Elle permet de trouver des synergies entre acteurs. Nous, on se voit là-dedans comme un connecteur et un facilitateur. Si j'ai bien compris, Christophe Masson, la maille géographique de la Cosmetic Valley, elle est interdépartementale. Puis c'était aussi né d'une délocalisation hors Paris des grands faiseurs. Vous êtes Roubaix. Et il y a une question là qui dit, attention, c'est Jean-Marc qui dit, attention à ne pas oublier qu'il y a aussi de très beaux exemples de coopération entre acteurs du textile sur la métropole, sur la région et l'euro-région.
Bien Vous sûr. prenez en compte ça? Si j'ai souhaité qu'Olivier Ducatillon soit notre premier invité, c'est bien parce que j'ai cette dimension-là. Et je crois que ça va être Jean-Marc Viennot. Oui. Comme quoi, on connaît Bon, les acteurs. démasqué, Jean-Marc. Voilà. Et je connais son travail pour mettre en place ces synergies. J'ai contribué comme vice-président de la métropole à faire l'union des pôles de compétitivité et à travailler ensemble. Donc je l'ai dit, redit depuis le début de l'émission. Je vais le redire une troisième fois pour faire plaisir à Jean-Marc. Oui, on ne travaille pas comme un petit village gaulois. On est dans une logique d'ouverture. On est dans une logique de capacité à travailler à l'échelle de la métropole, évidemment, mais plus largement de la région. D'accord. Et C'est un point d'ancrage. Pas l'euro. Mais oui, c'est un point de départ. D'accord. Je disais, charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors, qui a une question à poser à Christophe Masson autour de la table? Madame Jeanne, peut-être aussi. Allez-y, prenez la parole. Qui se lance? On commence avec vous, madame? Oui, voilà, allez-y. Moi, j'ai une question. J'arrive vers vous juste après, Madame Jeanne. Éric Van Den Rich. Comment vous avez fait au début? Parce qu'en fait, le plus difficile, c'est de se lancer. Parce que l'écosystème à Roubaix, il existe. On l'a vu au travers de l'enquête qui a été faite sur toutes les entreprises ou tous les acteurs et la formation à tous les acteurs autour du textile. Comment vous avez fait au début? Au tout début, la genèse de l'histoire. Lancer la dynamique. Ouais. Vous avez raison, parce que c'est le plus dur. C'est une fois que la mayonnaise a pris, les choses s'enclenchent. Non, mais ça a été très très concret. Je vous disais, on était à l'échelle d'un tout petit territoire. On était au départ à l'échelle d'un département. Nous sommes aujourd'hui à l'échelle nationale et européenne. Non, mais ce qui a commencé, je vous disais, c'est une histoire d'hommes et de femmes, des gens qui se sont aperçus qu'ils avaient intérêt tous les, je sais pas, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, à se voir et partager leurs enjeux. Ça a créé du business de proximité. L'histoire raconte qu'un savonnier allait chercher un prestataire à l'autre bout du monde sans savoir que son voisin était capable de faire cette prestation. Donc c'est d'abord ça, très concret sur le terrain. Et puis ce qui a fait notre facteur de succès, vous parliez de voyage à l'international, et dès 1997, ce club d'entreprises est parti ensemble conquérir les marchés. Et je crois que ça a créé un lien, une volonté commune de développer l'économie. Donc ça commence de manière très concrète par des industriels qui se connectent, qui font du business ensemble et qui vont ensemble à l'international. Annick Jeanne avait une question, donc tout de suite aller vers des victoires rapides dans la mise en œuvre de Made in Roubaix. Annick Jeanne, allez-y. Alors, ce n'est pas vraiment une question, mais je partage la nécessité de travailler sur des projets concrets. Mais comme à Roubaix, nous sommes tous très, très concrets, je pense que nous allons mettre en œuvre beaucoup de projets dans les mois qui viennent. Nous le faisons sur la mode durable avec Fashion Green Hub, avec 250 entreprises. Donc voilà, il n'y a aucune raison qu'on n'avance pas très, très vite. Oui, il y a un actif. Et peut-être là, pour le coup, la localisation de ce jeu d'acteurs, ça va faciliter les choses, quoi. Vous connaissez tous déjà les uns les autres là. Ils se connaissent tous, et puis il y a un site qui est en train de s'imposer, c'est le site de l'ancienne usine Roussel. Éric pourra en parler mieux que moi, il s'installe dans les jours qui viennent avec ses C'est rue équipes. des Arts, ça? C'est Fildar qui vient, c'est juste à côté du Colisée. Ouais. Pour situer, il y a les ateliers résilience. On en reparlera tout à l'heure avec le documentaire de Benjamin Carl. Je pense que Maison de Mode va pas tarder à trouver sa place. Il y a évidemment historiquement Annick Jeanne et ses équipes de Fashion Green Hub. Donc oui, c'est plus simple quand il suffit de traverser la cour de l'usine pour se rencontrer et d'avoir des lieux communs et des échanges quand on est connecté. Christophe Masson, juste avant de nous quitter, il est déjà venu à Roubaix, lui? Je ne crois pas. Alors, en tout cas, pas officiellement. Mais j'étais lillois à une époque, donc je suis passé par Roubaix, mais voilà. D'accord. Bon, il faut vite l'inviter. Oui, il est notre invité permanent. Très vite, encore une question, et après on fait la synthèse avec vous, Christophe Masson. Oui, moi j'aurais peut-être une question. Christophe, c'est effectivement, vous parlez beaucoup d'industrie et puis d'aller chercher les autres marchés, etc. Mais avez-vous, dans votre Cosmetic Valley, intégré beaucoup de créatifs, parce que ce sont souvent eux qui déjouent les contours des problèmes, ou alors qui répondent aux besoins. Voilà. Donc est-ce que ça a été important, en tous les cas, pour constituer cette Cosmetic Valley? Alors, votre réponse? Oui, tout à fait. Alors,
Pardon. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, tout à fait. Alors, l'innovation, la créativité, le design est intégré. Alors, effectivement, la construction de notre cluster a été d'abord industrielle, mais aujourd'hui, très clairement, c'est un pilier essentiel. Nous accompagnons aujourd'hui, je suis ici même aujourd'hui dans le Beauty Hub, qui est notre accélérateur de start-up. Donc, nous accompagnons des jeunes pousses, nous poussons la création de l'écosystème. Et ce que nous faisons depuis quelques années maintenant, c'est qu'on met en relation l'industrie traditionnelle, on va dire, avec ces jeunes pousses, avec ces créateurs, pour à la fois aider les créateurs qui amènent des nouveaux concepts, des nouveaux designs, et puis permettre à notre industrie qui est un petit peu traditionnelle de se réinventer, d'échanger avec des gens qui cassent un petit peu les codes et qui font évoluer notre secteur. Donc oui, c'est un élément, je pense, essentiel pour votre développement. Monsieur Masson, en résumé, si vous aviez 3 conseils à donner à vos nouveaux amis de Mode in Roubaix, ce seraient lesquels ? Alors, je disais tout à l'heure, vraiment être concret, mais je crois que vous l'avez compris, aller tout de suite dans des opérations avec un retour sur investissement assez rapide pour convaincre tout le monde. Peut-être aussi un élément important, c'est pas de se refermer sur soi, c'est-à-dire que évidemment, c'est des travaux qui doivent être menés à l'échelle d'un territoire, à l'échelle d'une filière, mais c'est toujours intéressant de l'ouvrir et de le mettre en perspective avec d'autres acteurs au niveau national ou international. C'est souvent plus facile de faire avancer un réseau quand on amène de l'extérieur de ce réseau des témoins, des acteurs. Je pense que ça pourra vous aider à consolider. Et puis, il y a le rôle des territoires qui est important, je crois. C'est important parce qu'il y a besoin d'un engagement des territoires aux côtés des industriels pour redynamiser le secteur industriel. Et puis, je crois qu'il y a un véritable intérêt pour les territoires en termes de positionnement, en termes de marketing territorial, dès lors que l'industrie cosmétique à Roubaix, textile, mode, sur la région où Roubaix sera structurée et valorisée autour d'une marque et de valeurs communes, et le territoire pourra évidemment en bénéficier pour attirer de nouvelles implantations et faciliter le développement économique. Donc c'est un jeu important, il faut que tout l'écosystème soit mobilisé et que vous alliez chercher aussi des acteurs externes, un peu en termes de grands témoins ou d'apport d'expertise externe. Guillaume Delbarre. C'est ce qu'on a commencé à faire avec vous aujourd'hui. Et merci de ce message qui est assez fort pour nous, parce qu'on est convaincu en effet qu'on doit s'inspirer des réussites nationales, internationales, qu'on doit être à la fois mobilisateur des acteurs locaux, mais avoir une vision globale, et surtout qu'on doit vraiment travailler, et ça le message est passé à 100%, sur des projets. On n'est pas en train d'essayer de rédiger un traité philosophique de relocalisation, on est en train d'essayer de reconstruire ça concrètement sur le territoire pour que les jeunes créateurs puissent produire localement, pour que les entreprises puissent trouver des solutions. On est vraiment en mode projet et je crois que c'est ce qui fait la différence parce que c'est l'action qui fédère. Un grand merci Christophe Masson. Christophe Masson nous a dit il y a quelques instants l'importance d'une marque commune, d'un étendard partagé. Et on vous le présente tout de suite. Alors, votre signature, tout en précisant, parce qu'il y a plein de remarques là qui disent bah ouais, mais on essaie d'aller sur le site modeinroubaix.fr, il n'existe pas. Bah, attendez. Une chose à la fois. Ouais, on lance le truc aujourd'hui là, mais le site c'est très prochainement. Oui, les produits dérivés et tout ça, on n'est pas encore. Le t-shirt, le slip. Rendez-vous. Mode in Roubaix, très très important, mais 80 grammes à mois. Alors. Logo, signature, on le lance tout de suite. Bon, il y a déjà la marque, j'allais dire, Mode in Roubaix. Oui, c'est Mode in Roubaix, la textile. Un clin d'œil, en effet, comme je le disais tout à l'heure, au Made in, la capacité à fabriquer localement, mais aussi, comme le disait Emmanuel Axer dans une autre réunion, la mode, mais aussi les modes de faire, les modes de production et une capacité à décliner tout ça qui a fédérer tout de suite les premiers membres de l'écosystème. C'est jamais facile d'avoir un label commun, mais c'est d'autant plus simple quand on a des valeurs et des ambitions communes.
Qu'est-ce que vous en pensez, là, vous tous, de cette marque qui est désormais la vôtre? Faites-nous part de vos commentaires sur la boîte à questions. Et là, un tour de table. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec vous, tout d'abord, Anne-Sophie. Écoutez, nous, la filière textile-habillement ne s'imaginait pas sans la ville de Roubaix, qui est quand même le noyau. Et Made in Roubaix, en partenariat avec la Textile Vallée, ça nous va. Et puis ça a tout son sens. Oui. Alors, vous, ce logo, cette marque? Moi, je pense que c'est un bel étendard pour ce qu'on va faire. Et c'est très riche en termes de... Il y a plein de choses là-dedans qui sont très bien. Et le in aussi, moi j'aime bien le in qui signifie un écosystème dans lequel on est dedans. Je trouve ça canon. Voilà. Et alors, comme le répétait Guillaume Delbar, effectivement, en réunion, moi j'ai eu le coup de cœur quand le nom est sorti, parce que j'y ai tout de suite compris que ça n'était pas que la mode et ça n'est pas cantonné à ça. Ce sont les modes de vie, les modes de consommation, la mode aussi, parce que ça aussi c'est notre cœur de métier à nous. Mais c'était vaste en réalité. On en parle pour tout, de la mode est adaptable à tout. Le mot mode. Annick Jeanne, je vais vous demander votre avis dans quelques instants, mais là, Lucia qui nous dit « Fantastique cohésion et collaboration des différents acteurs. Philippe, quelle belle bouffée d'oxygène et de corporatisme enthousiasmant. » Il y a des beaux corporatismes. Alors Jean-Marc est revenu en disant que « Merci Guillaume, nous allons faire de grandes choses. » Plaisir. Annick Jeanne, votre réaction sur votre nouvel étendard? C'est très bien, c'est nécessaire. C'est important aussi que textile soit dans ce nom, parce qu'on en reparlera peut-être, mais la mode de demain, elle est axée sur des matières. Il y a énormément à faire sur le renouveau des matières, et le textile va y contribuer ardemment. Ah oui, c'est bien dans le bloc marque, Made in Roubaix, hashtag la textile, c'est important. Bon, merci, continuez à nous faire part de vos remarques, mesdames, messieurs. Émilie qui dit que c'est une très bonne idée. Jean-Charles, ça fait plaisir, ça fait du bien. Bon, que du bonheur. Alors maintenant au travail, parce que vous êtes désormais tous Made in Roubaix. La méthode de travail, Guillaume Delbar, donc 5 thématiques, 5 chefs de file, comment ça va se passer? L'idée, c'est de se mobiliser, comme je le disais, sur des projets, sur des actions pour avoir une feuille de route commune. Je pense que la clause de revoyure, ce ne sera pas dans 3 ans, c'est plutôt dans 3 mois. Et une capacité à générer des projets sur le territoire avec de la valeur ajoutée, avec cette chaîne d'acteurs qu'on décrivait qui peut faire la différence. Une capacité à résoudre des problématiques aussi très concrètes sur le recyclage, l'économie circulaire, de réfléchir à la meilleure manière de promouvoir les jeunes créateurs, de jouer les synergies avec les grands groupes, de compléter l'écosystème de formation. C'est tous ces enjeux-là qui sont symbolisés par les groupes. La capacité aussi à fédérer les acteurs comme le fait par exemple Plateau Fertile. Annick Jeanne est la mieux placée pour en parler. Beaucoup d'enjeux très très concrets, vous le voyez. Alors, vous avez 5 thématiques de travail. On va rapidement les explorer avec les chefs de file et elles vont s'afficher à l'écran et surtout vous dire, mesdames, messieurs, que c'est à vous de jouer. Vous pouvez rejoindre cette dynamique et vous inscrire. D'ailleurs, on vous a mis un lien si vous êtes intéressé pour rejoindre les groupes de travail. Vous y allez sans problème. On peut afficher, s'il vous plaît, les thématiques sur lesquelles vous allez travailler. Création et design, on va en parler dans quelques instants. Recycler ou limiter les stocks. Relocaliser la production, nouveaux outils de vente et les compétences RH. Donc, balayage rapide. Et puis à la fin, la surprise du chef. Vous l'avez évoqué rapidement, c'est un documentaire inédit sur cette fabuleuse histoire de transformation de Roubaix. Et son auteur-réalisateur sera avec nous tout à l'heure. Donc, on balaye rapidement ces 5 thèmes avec à chaque fois un passage sur le terrain, bien évidemment. Et sur la thématique de la création du design, je vous emmène à S-Mode.
S-Mode à Roubaix, c'était inévitable. Voilà, S-Mode, c'est bientôt 180 ans d'existence, 1841 à Paris à l'époque. Aujourd'hui, c'est la plus grande école dans le monde, avec 21 campus. Et S-Mode à Roubaix, ça fait 25 ans maintenant. Tout à fait légitime d'être implanté à Roubaix, parce que voilà, Roubaix, c'est une ville, son histoire autour du textile. À la demande justement des industriels textiles et des marques enseignes du Nord, à l'époque où il y avait cette fameuse crise des tissus, c'était Jean Duforest qui avait œuvré pour qu'S-Mode s'implante ici à Roubaix, parce qu'il avait dit, et ça m'avait séduit aussi ses propos, voilà, on peut tout nous piquer, mais notre cerveau et la créativité, on ne va pas nous la piquer. On est implanté là où il y a du textile, là où il y a le côté aussi précurseur, où on va de l'avant. La créativité ne s'invente pas, elle s'initie. On a quelques exemples ici. Habiter on va dire, et cohabiter avec tout ce patrimoine roubaisien, c'était plus qu'indispensable. S-Mode Roubaix est fidèle partenaire, bien sûr, de la ville de Roubaix, mais fidèle partenaire aussi de marques enseignes célébrissimes, Redoute, Okaïdi, Happy Chic avec Jules, etc. Donc ce sont des partenariats noués avec ces marques enseignes. Évidemment, ces marques enseignes, à l'arrivée, prennent en stage ou embauchent nos étudiants. Ça aussi, c'est le Graal pour nos étudiants. Ce qui la caractérise, la filière textile, en tout cas à Roubaix, c'est savoir s'inventer, se réinventer, innover, ne jamais être un train de retard. Roubaix a toujours un train d'avance sur la filière textile, sur la créativité, sur le zéro waste, sur l'éco-responsabilité, l'écologie. La mise en avant d'une nouvelle économie, parce que la mode se réinvente, mais l'économie aussi derrière se réinvente. Roubaix sait parfaitement le faire, c'est pour ça qu'aux quatre coins de la planète, je le répète, Roubaix est mondialement connu pour cela. Mettre en avant aussi des jeunes talents, comme par le biais de maisons de mode. Voilà, Roubaix a initié aussi ces start-up, on va dire, de jeunes talents qui ont des choses à exprimer, à commercialiser. Vive Roubaix, on aime Roubaix. Pas d'autre mot que oui, voilà, on est amoureux de Roubaix. S-Mode, merci pour cette belle carte postale et surtout cette proposition. Hein, c'est un des acteurs qui entre dans le jeu. Alors Emmanuel Axer, vous allez animer le sujet création et design. Quels sont les atouts de Roubaix pour favoriser la création? Parce que tout part de là. Alors oui, pour moi déjà, tout part de la création. Hein. C'est que ça soit dans n'importe quel domaine que ce soit. Et je ne distingue absolument pas ce qui est créatif, artistique, de ce qui est professionnel et industriel. C'est vraiment essentiel. Et pour moi, Roubaix, avec les politiques menées, c'est vraiment un terreau essentiel, un écosystème essentiel. Il y a tout pour pouvoir, pour qu'une jeune marque, en tous les cas, un jeune créatif puisse s'épanouir, puisse avoir des moyens humains, des ressources. On a des pôles d'excellence, des sites d'excellence, et c'est énorme. Alors, on prend un exemple. Un jeune créateur marseillais. Oui. Vous lui dites, il faut que tu viennes bosser à Roubaix. Quels sont vos arguments ? Et alors déjà, quand on le recrute, hein, on passe des comités de sélection sur lesquels, déjà, s'il vient à nous, c'est qu'il a entendu parler de nous. On a des exemples concrets déjà sur Roubaix où c'est pas que des gens de Marseille. On a quelqu'un qui est venu de Syrie, qu'on connaît, Daniel Essa, qui s'est installé à Roubaix, qui a fait un partenariat avec Showroom Privé pour son site internet Conquita Blanche-Maille, qui a embauché la personne avec laquelle il a travaillé, donc l'apprenant. Nous avons des gens qui viennent de Berlin, qui se sont installés, qui vivaient à Berlin et Maison demeure, qui est restée à Roubaix, qui s'installe à Roubaix. Marine Migaud, qui a travaillé pendant plusieurs années à Shanghai. Donc vous avez fait le recensement des créateurs qui existent sur Roubaix. Tout à fait. On a le fichier.
On a le fichier, il est donné comme on l'a demandé. Et le but n'étant pas tant d'attirer, parce qu'on y arrive relativement, c'est de les faire rester à Roubaix. Récemment, nous avons un couple de Parisiens qui a déménagé avec leurs petites filles, qui sont venus acheter une maison à Roubaix, qui se sont installés à Roubaix, et notamment au Vestiaire. D'accord. Ce qu'ils ont dit, c'est pour nous, c'est la nouvelle Berlin, parce qu'il y a aussi la culture, parce qu'il y a aussi... Et tout ça, c'est favorable à la création et la créativité. Je fais juste un petit arrêt de jeu, je reviens tout de suite vers vous, parce que j'aime bien répondre aux questions au fur et à mesure. Il y en a une très importante de Ludovic qui dit que plusieurs sources montrent l'envie de former des ateliers de couture pour répondre aux futurs besoins du Made in France. Est-ce qu'il y a un circuit d'accompagnement pour rejoindre le projet, genre des ateliers d'insertion Bon, lui, il veut venir dans la danse, là, il fait quoi ? Il nous appelle et on va le rencontrer très vite et on va lui le connecter avec les acteurs existants. Oui, il y a ce cycle de formation. Les ateliers résilience forment beaucoup de gens dans une logique d'insertion, donc avec des gens qui ont... pour certains, vocation à rester, mais pour d'autres, à nourrir l'écosystème, les ateliers se développer. Donc, je pense que dans les choses qu'on sait faire, c'est accueillir les gens qui ont des projets. Petit clin d'œil, on parlait de Marseille, on parlera tout à l'heure de résilience. La directrice, Stéphanie Calvino, vient de Marseille, fait partie de ce mercato-là. Elle est venue avec un projet anti-fashion et elle s'installe maintenant à Roubaix depuis quelques années. Donc, on a vraiment cette capacité à fédérer et ça fait souvent la différence. Moi, je me souviens, au moment où Showroom Privé s'est installé à Roubaix, on a bien travaillé avec l'agence de développement de la métropole. Et ce qui a fait la différence, c'est l'accueil et la capacité à lui faire découvrir les acteurs locaux. D'accord. Alors, quels seront les objectifs de votre groupe de travail ? Alors, les objectifs du groupe de travail va être de toute façon, au départ, comme on pouvait l'expliquer, en réalité, il y a une pluralité d'acteurs économiques, créatifs, d'ateliers, de sites d'excellence, d'incubateurs, etc. Et pour moi, le créatif est au cœur de ça aussi, et c'est les faire se rencontrer. Parce que c'est un maillage que nous devons reconstruire. D'accord. Je veux dire, Christophe Masson l'a expliqué, mais je crois qu'on ne pourrait ne pas être plus clair, effectivement, et que je pense que c'est complètement l'ambition qui avait été expliquée par Guillaume Delbar au départ, et que les créatifs, de toute façon, ça régénère toutes les entreprises. D'accord. Donc, développer le maillage... Attirer les talents aussi ? Attirer les talents, les faire rester aussi. Ouais. Parce que ça, c'est important aussi. Bien sûr. C'est pas simple pour un jeune de se lancer aujourd'hui. Non, non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Mais bon, des études ont été faites en tous les cas en prouvant que les créateurs qui faisaient partie d'accélérateurs ou d'incubateurs tenaient beaucoup plus le choc en cette période. Roubaix doit faire envie. Roubaix fait envie. Oui, Roubaix fait envie, pardon. Roubaix fait envie. Oui, un petit point circuit court pour Ludovic, gdelbar, gdelbar@ville-roubaix.fr. Comme ça, on fait du circuit court. Et vous répondez ? Ah bah oui, tant qu'à faire. Ouais. T'as donné mon email. D'accord, Ludovic, vous le notez. Enfin, bon, tout le monde l'a maintenant. Tout le monde l'a. Donc, bon, voilà, premier groupe de travail, création design, développer le maillage entre les différents acteurs, avec le design, la création au centre. C'est un point de départ important. Et merci de l'avoir choisi. Et puis, bien évidemment, attirer et garder les créateurs dans la région. Alors, le deuxième groupe de travail que vous portez, Eric van Dendrich, juste avant, je vous emmène au CETI. C'est un bel outil aussi que vous utilisez tous et qui doit prendre toute sa part dans cette dynamique. Le CETI est un centre de recherche privé. Nous sommes au service de la filière textile élargie et nous aidons les entreprises à innover au quotidien pour être plus compétitives et contribuer au développement durable. Et nous le faisons à la fois grâce à nos équipements industriels à échelle pilote, mais aussi grâce à nos équipes d'ingénieurs multiculturels, multi-expertise, à la fois seniors et juniors.
Le CETI a été implanté en 2012 à la frontière de Roubaix-Tourcoing, centre historique d'un bassin textile qui a malheureusement décliné suite aux délocalisations, mais qui a su se transformer par son caractère résilient, par la création de nombreuses marques et enseignes de distribution. Et donc le CETI a toute sa place au cœur de l'action entre les textiliens et les distributeurs. Le CETI travaille aujourd'hui avec des grands comptes du sport, du luxe, de la distribution, mais aussi avec d'autres industries comme l'aéronautique, l'hygiène, la santé. On l'a vu cette année avec la pandémie du Covid. Et donc le CETI rayonne à la fois à l'échelle française, à l'échelle européenne et à l'échelle internationale. Et une de nos missions va être de contribuer à faire réfléchir les marques françaises à comment relocaliser, avec quels outils, avec quels process nouveaux on peut permettre de sauvegarder les marges, d'être résilient et de contribuer donc à l'économie locale. Voilà, alors votre groupe de travail, Eric Van den Driesch, a comme thématique recycler ou limiter les stocks. Je voudrais vous lire le témoignage question de Frédéric Vernès qui est à la tête d'une PME de 30 personnes. Et lui, il dit qu'il identifie 3 tournants, l'entreprise verte, l'entreprise du futur avec l'intelligence artificielle, l'entreprise sociale face à notre besoin important de formation. Il y a plein de questions sur la formation, ce sera pour vous tout à l'heure, Anne-Sophie. Comment la ville de Roubaix peut nous aider concrètement sur ces 3 axes? Alors lui, c'est la teinturerie de la justice, c'est ça 1927, Frédéric Vernès. Donc finalement, est-ce que le levier de la RSE, de la mode durable, pourra être un produit tête de gondole de cette transformation? Je pense qu'en fait, l'écologie, c'est forcément associé au mot économie, parce que si on fait de l'écologie qui coûte cher, ça ne sert à rien et puis ça ne marche pas longtemps. Et on voit bien que dans notre façon de travailler, enfin moi ça fait 40 ans bientôt que je travaille dans ce secteur, dans notre façon de travailler, ça a été un peu dévoyé entre ce qui se passait dans les années 80 et ce qui se passe aujourd'hui. Et notamment, il y a eu un cycle, l'inverse d'un cycle vertueux, un cycle pourri en fait, qui est je vends de moins en moins cher, donc les clients demandent de moins en moins cher, donc je suis obligé d'aller fabriquer. Le t-shirt à 5 balles. Voilà, et derrière, comme je suis obligé de fabriquer loin, je suis obligé de commander sans savoir ce qui se vend ou pas, et donc je génère des stocks, et donc je suis obligé de faire des soldes, donc je vends de moins en moins cher, etc. etc. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, on a une vraie réflexion à mener, et notamment la crise du Covid nous y a aidé sur comment on limite les stocks, parce que la première responsabilité de nos entreprises en termes d'écologie, c'est d'éviter le gâchis. Parce que c'est ça qui coûte le plus cher. Et donc de changer la culture et la façon de travailler, les processus, en travaillant complètement autrement. Après vient tout le reste. Mais déjà, si on limite les stocks, déjà, si on limite le gâchis, forcément, on va résoudre un certain nombre de questions. C'est un patron qui nous dit ça. Hein. C'est un entrepreneur qui nous dit ça. C'est dans votre modèle, ça? On revient après sur le groupe. Hein. Oui. Ah non, bien sûr, on est en train de travailler sur ces sujets-là, bien évidemment. Et notre logique est vraiment de se dire comment on fait pour travailler autrement, pour ne plus avoir de stock résiduel. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est par exemple dans beaucoup d'entreprises qui vendent du textile, du prêt-à-porter, cette saison, printemps-été, ont été recyclés des produits de la saison de l'année passée. D'accord. Qui n'ont pas été vendus parce que c'était fermé. Et aujourd'hui, on les revend. Et alors, ça ne pose pas de problème, a priori. Et donc, ça veut dire que le cercle infernal dans lequel les gens sont rentrés pendant toutes ces années avec cette idée de fast fashion et de changement perpétuel, forcément, beaucoup d'acteurs sont en train de se poser la question de comment faire autrement. La teinturerie de la justice vous invite à visiter du boulot. Il arrive. Alors,
Et bien sûr, derrière, il y a tous les sujets de comment on fait pour d'abord faire de la seconde main, parce qu'avant de recycler, comment on fait pour générer toute la seconde main. Chez ID Kids, on avait été un peu précurseur sur le sujet en inventant ID Troc, que les gens venaient rapporter leurs produits en magasin et on leur donnait des bons d'achat pour refaire de la nouveauté. Et les gens achetaient des anciens produits, enfin des produits d'occasion. C'était assez, ça marche toujours et c'est assez canon en fait comme truc. Et ensuite le recyclage vraiment, c'est-à-dire comment on fait notamment ce sur quoi est en train de travailler le CETI pour recycler la fibre et régénérer du nouveau produit à partir des fibres recyclées. Alors, dans votre feuille de route, dans la feuille de route de votre workshop, il y a plein de boulot. Donc, j'entends tout d'abord, premier sujet, comment on conçoit les produits pour qu'ils soient les moins polluants possibles. Ça, j'en ai pas encore parlé, c'est l'éco-conception. L'éco-conception. C'est-à-dire qu'effectivement, comment on fait pour concevoir des produits pour que dans ce produit, on utilise le moins de matières premières possible, parce qu'on sait bien que le textile est un grand mangeur de matières premières et donc écologiquement irresponsable. Le coton non bio bouffe 80% des pesticides dans le monde. C'est ça, exactement. Par exemple. Et donc, en fait, il y a plein de choses à inventer, mais ça va très loin. C'est que là aussi, on va avoir besoin des écoles d'ingénieurs. Et à Roubaix, on est super doté pour ça, pour concevoir des produits où on utilise moins de savon pour le laver. Parce que le savon est aussi désastreux pour l'écologie. Donc, en fait, il y a plein de réflexions à mener, de l'éco-conception jusqu'à la gestion finale, et sans doute jusqu'au changement de comportement des consommateurs. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour acheter du Made in France, mais au même prix que le Made in China. Donc, les produits éco-conçus, c'est une vraie révolution parce que ça impacte vos process et votre organisation. Le gâchis, vous nous en avez parlé, avec la gestion des stocks. Est-ce que vous allez visiter dans votre workshop le modèle économique ? Oui. Parce que, on va travailler notamment sur la différence entre la marge et le chiffre d'affaires. Expliquez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment avec les soldes qui ont pris ou les décotes ou les promotions qui ont pris de plus en plus d'importance dans l'économie des entreprises du textile, forcément, on fait beaucoup de chiffres, mais avec peu de marge, puisque la marge est quelque part détruite par toutes ces promotions et soldes. L'idée, c'est comment on fait pour réfléchir le modèle économique autrement, en partant de la marge et pas en partant du chiffre d'affaires. Et par exemple, là, chez Fildar, on a mis en place un nouvel intéressement, enfin chez Pipi Yarns, qui est la société qui regroupe les marques Fildar et Pingouin. On a mis en place un nouvel intéressement qui est basé sur la progression de la marge et pas sur la progression du chiffre d'affaires. On pilote par la marge. Oui. Mais ça veut dire qu'on peut faire moins de chiffres. C'est pas grave à partir du moment où la marge est là. Et donc, je suis tout de suite au but, ces nouveaux modèles de textile durable, de travail sur le gâchis, d'un modèle de production plus vertueux, enfin tout ce sur quoi vous allez travailler, ça peut me garantir des bonnes marges. Oui, évidemment. Ça dépend comment on le travaille en fait. Sûr. Mais effectivement, face au t-shirt à 5 balles. Oui. D'accord. Donc en fait, l'idée, c'est là l'intérêt de ce groupe de travail, c'est de réunir différents acteurs dans la filière, des écoles d'ingénieurs jusqu'aux distributeurs, et de voir comment on peut réfléchir des modèles autrement, des modèles économiques autrement, de faire autrement, de concevoir autrement et de vendre autrement. Ce groupe va être passionnant. Encore une question. Est-ce que vous allez intégrer dans vos réflexions, il y a du boulot, d'ailleurs, ça va être des réunions, comment ça se passe on va voir à partir des gens qui se seront inscrits comment on fait. On va réfléchir. Sans doute, il y aura plusieurs groupes de travail sur les différents sujets. Bah oui, parce que là, c'est 360 votre truc. Et donc voilà, on va voir. Ouais. Des dernières questions. Est-ce que vous allez inviter le consommateur final dans ces réflexions ? Bien sûr. Parce qu'il change, vous l'avez dit en introduction. Bien sûr. Donc ça va être un prisme aussi, ça ? Bien sûr. Et aussi les consommateurs qui sont présents à Roubaix, c'est-à-dire des populations de divers horizons avec différents niveaux de social et de salaire. Parce que c'est d'ailleurs très intéressant ce qui a été fait dans l'opération zéro déchet à Roubaix, c'est que ça a touché tout le monde. C'est pas réservé aux riches, parce que généralement,
Il y a une méthode d'eau pour aller chercher la masse. Exactement. Et ça, c'est très important. Pas 125 bobos. Hein. Exactement. Ouais. Et du coup, on va s'inspirer beaucoup de ce qu'a fait la ville de Roubaix, Zéro Déchet, pour voir comment on met en place les vrais acteurs, enfin les acteurs du quotidien dans la logique. C'est le sujet des transformations, hein, la massification des transformations auprès de l'ensemble des consommateurs. C'est vrai qu'il y a un beau retour d'expérience avec le zéro déchet à Roubaix. Vous connaissez le 139 rue des Arts ? Oui, on va y aller. On déménage le 10 Ah oui, c'est avril. là, l'ancienne usine Roussel. Ouais. Et du coup, on a pris le 4e étage du bâtiment qui est derrière et on a refait un loft complet. Parce qu'en fait, avec nos vieilles marques qui datent de plus de 100 ans, on est en fait devenu une start-up et on va recommencer l'histoire. Enfin, en tout cas, on va rebondir sur l'histoire pour engager une nouvelle belle histoire. Eh bien, le comité d'accueil vous y attend. Il est prêt. Regardez. Ça arrive. Alors ici, nous sommes à Fashion Green Hub. Nous sommes au 139 rue des Arts, usine Roussel, où est installée en fait notre association qui promeut l'innovation écologique dans la filière mode et habillement. Donc on a 250 adhérents qui sont membres de notre association et cet espace est dédié à la fois à des événements, des formations et est aussi un lieu de fabrication et d'expérimentation pour construire ensemble un avenir de la mode plus durable à Roubaix. Notre territoire a une histoire toute particulière. Il n'y a pas un endroit sur notre territoire qui ne témoigne pas de ce passé florissant. Donc aujourd'hui, il y a une nouvelle page de l'histoire justement à inventer ensemble et on a pensé que c'était bien de le faire à partir d'ici, mais nos membres viennent de toute la France puisqu'on a des grandes entreprises françaises qui ne sont pas du tout basées dans la région des Hauts-de-France et qui viennent de partout en France, qui sont adhérents et tout un vivier aussi de créateurs et d'experts qui nous ont rejoints depuis plusieurs années. En l'espace d'un an, grâce à un groupe de travail réunissant 20 enseignes, nous avons réussi à réduire de près de 30% les emballages plastiques utilisés dans la chaîne d'approvisionnement. La coopération et la collaboration, c'est aussi notre atelier dédié à l'upcycling, au recyclage à haute valeur ajoutée par le design. Cet atelier a été à l'initiative des membres qui avaient des besoins en matière de recyclage d'invendus, d'invendables et chutes textiles présents dans leurs entrepôts. Et aujourd'hui, il répond aux besoins de valoriser pour en faire de nouveaux produits qu'ils proposent à leurs clients. C'est ça la coopération et la collaboration qui est au cœur de notre association et qui est notre ADN. Moi, je crois que Roubaix peut être vraiment au cœur de cette transformation d'une filière très importante en France qui emploie plus que l'industrie automobile dans notre pays, donc c'est très important. Et on le voit que finalement, nous pouvons être cet épicentre dans le dire et dans le faire. C'est ce que je souhaite pour l'avenir. Mon vœu le plus cher, c'est que sans peur, on assume cette volonté et cette action de relocaliser une partie de la fabrication textile, parce qu'on a toutes les ressources. Nous avons des matières premières qui peuvent pousser dans la région, nous avons des matières textiles à recycler, nous avons beaucoup d'innovations dans l'utilisation de matières issues d'autres secteurs d'activité. Et grâce à ça, nous pourrions imaginer vraiment une filière intégrée, locale, créatrice d'activités et qui donnerait l'exemple de ce que peut être une économie qui se réinvente et qui se régénère et qui régénère les écosystèmes et la biosphère. Voilà, merci pour ce témoignage. Alors Annick Jehan, présidente de Fashion Green Hub, donc vous allez piloter le groupe de travail sur la relocalisation de la production, mais je pense savoir que vous n'aimez pas trop ce terme relocalisation, vous préférez réindustrialisation. Expliquez-vous. Oui, parce qu'en fait, on ne va pas rapatrier des ateliers qui sont aujourd'hui au Bangladesh ou en Asie tels quels. Mais par contre, si on regarde bien, il y a matière à créer beaucoup de nouveaux marchés, beaucoup de nouvelles opportunités sur le territoire. Alors, il y a des produits qui sont faciles à fabriquer parce que l'écart de prix n'est pas très éloigné avec l'Asie, comme le t-shirt. Mais en fait, comme le disait M. Van den Riesch, c'est tout le business model des enseignes qu'il faut aussi repenser en calculant autrement, ne pas comparer des prix entrée, mais regarder ce qui se passe après solde. Là, on voit souvent que les produits faits localement sont tout aussi compétitifs, même plus, puisqu'on peut les acheter au fur et à mesure que des produits faits loin. Alors, réindustrialiser, ça veut dire ramener des usines à Roubaix. Quelle tête vont avoir ces usines ?
Alors, elles vont être différentes. Alors, ça ne va pas se faire en un jour d'un coup de baguette magique, mais elles devront être beaucoup plus équipées, beaucoup plus innovantes. Elles devront intégrer un certain nombre de nouvelles technologies, comme la conception virtuelle, ou l'impression numérique, ou la coupe digitale. Et comme tout cela coûte un peu cher, elles devront aussi trouver des moyens de financement. On a le plan de relance en ce moment, il faut en profiter. Et elles devront surtout être en réseau. Le futur de ces ateliers, c'est des petites unités agiles qui travaillent ensemble et quelque part qui travaillent des commandes ensemble, comme le fait Roman, que Guillaume Delbar a cité sur la chaussure. C'est ce qui a sauvé Roman, c'est d'avoir tous ces petits ateliers agiles en réseau et des commandes, peut-être une commande de Camailleux qui va se dispatcher entre 4 ou 5 ateliers. C'est ça le futur. D'accord, très bien. Alors, est-ce qu'il y a déjà un actif, est-ce qu'il y a déjà des concrétisations de ce travail en réseau, de ces mutualisations indispensables? Alors, les masques ont été un petit crash test de ces essais de coopération, et ça s'est plutôt pas mal passé. Maintenant, il faut continuer, voilà, il faut le faire encore davantage. Tous les acteurs ne se connaissent pas encore, donc il faut faire ce travail patient, de maillage. Chacun a son métier, chacun a son savoir-faire. IMC, à l'usine Roussel, on a un très grand, par exemple, mais il y en a d'autres. Donc, il faut que chacun trouve sa place avec son savoir-faire, avec sa façon de travailler, mais en avançant et aussi en se mettant en réseau. Voilà, c'est les deux directions. Est-ce que vous allez travailler dans votre groupe sur la réinvention du business model? Parce que le modèle traditionnel, c'est j'ai mon usine, j'ai mes investissements, mes coûts, mes amortissements. Bon, c'est facile. Là, ça va être un peu plus complexe. Il va y avoir du partage de valeur, par exemple. C'est un boulot que vous abordez, ça? Oui, on le fait déjà depuis des années au sein de l'association, puisqu'on est 250 entreprises, donc on travaille sur ce sujet, dont des fabricants, dont des tisseurs, dont des filateurs, dont des confectionneurs qui sont dans d'autres régions. Et en fait, on va construire ensemble un système de valeurs. C'est plus moi j'en veux plus, non c'est moi. C'est si on se met ensemble, on va trouver un système de valeurs qui permet de remettre ensemble les marques enseignes ou la grande distribution et les fabricants français, parce qu'ils se sont oubliés, ils ne se connaissent plus, et ils ne se sont pas remis ensemble pour travailler comment on peut faire pour que chacun gagne sa vie de manière raisonnable. Encore une question, parce que vous avez eu une équation avec des tas de données, elle est complexe votre équation. La donnée économie circulaire, la mode circulaire, est-ce que ça peut être rapidement un modèle dominant? Et est-ce que vous allez travailler, vous mettre en réflexion pour faire en sorte qu'à Roubaix, ça puisse être un modèle dominant? Alors, je crois qu'on a dépassé le mode de réflexion puisqu'on a créé le Forum de la mode circulaire en 2017 et beaucoup d'entreprises mettent déjà en œuvre ce modèle en travaillant ou bien avec des fils recyclés, par exemple, Manufacture française de textile à Caudry, avec l'appui du CETI, a créé de nouveaux fils à partir de matières recyclées, ou UTT à Tourcoing. Donc, on a les fabricants de ressources qui se sont déjà mis fortement à travailler. Et maintenant, il faut intégrer ces nouvelles matières dans les chaînes de production. Et il faut aussi réintégrer les vêtements qui sont encore empilés dans les entrepôts. Il faut en faire de nouveaux produits. On travaille par exemple sur l'industrie du packaging avec justement des entreprises de cosmétiques pour transformer des vêtements en emballage, en textile recyclé au lieu de plastique. Merci beaucoup. Donc, ce groupe de travail que vous allez piloter sur on va l'appeler réindustrialisation de la production, la relocalisation. Les enjeux sont énormes, bien évidemment. On va aller voir les tissus papy. Moi, j'adore. Alors, j'adore d'autant plus que j'ai l'impression qu'ils sont toute l'équipe, là, ils nous regardent. Ils nous envoyaient un mot. Toute l'équipe de tissus papy est derrière vous. Eh ben, on va chez vous, là, tout de suite. Tissu Papy, c'est né en 1957
Lorsque mon grand-père est arrivé de Sicile pour travailler dans les usines textiles de Roubaix, il rachetait les tissus de ses patrons, il les revendait sur les marchés. Et ensuite, le magasin est arrivé en 81, il y a 40 ans aujourd'hui. Notre boutique historique est toujours là, rue La Fontaine, 10 rue La Fontaine, et on travaille en famille depuis toujours. En 2011, j'ai donc rejoint l'aventure Tissu Papy en créant tissupapi.com. Donc on a commencé par la France et depuis quelques mois, on vend partout en Europe. On vend nos toiles de jute, toiles de Jouy, enfin, tous les grands tissus. Et depuis quelques temps aussi, on a la Maison Roubaisienne, une marque de tissus qu'on a créée où on produit nos propres tissus. Le local est très important pour nous. On est là à Roubaix depuis 40 ans, on n'a pas changé d'adresse depuis 40 ans. C'est-à-dire à quel point on est attaché à cette terre. On est ici, on est chez nous en fait. Et c'est vrai que Roubaix est un territoire incroyable avec des écoles, avec des grandes entreprises. On a la Redoute, on a Damar, pour les écoles, on a Lancette, on a Esmod. C'est vraiment des gros morceaux en fait de l'histoire textile, même française, nationale. Et ils sont ici à Roubaix. Donc pour nous, évoluer sur ce territoire-là, dans cet environnement-là, c'est une grande chance en fait. Ça nous tire vers le haut et on espère aussi influer autant que sur eux que eux influent sur nous. Donc c'est vraiment très important tout ça. Je veux que les usines textiles reviennent à Roubaix. Elles sont parties, il faut qu'elles reviennent. Donc on travaille pour ça au quotidien. On a par exemple créé la Maison Roubaisienne avec une première base de création. La prochaine étape, ça va être la fabrication. Donc ce sont des nouveaux métiers à aller chercher, des métiers à aller retrouver. Et grâce à ça, pour ça, on a les écoles, on a la formation. Je suis certain qu'on va y arriver. La plus grande satisfaction, c'est que l'image de Roubaix change. C'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on a nos clients qui sont à l'autre bout de la France, qui sont à Bayonne ou à Marseille, qu'on dit on est à Roubaix, les gens savent où est Roubaix et ce que fait Roubaix. Roubaix, pour les gens au téléphone, on est la référence du textile en France. Et ça, je pense qu'on l'oublie aujourd'hui. C'est ça qui est un peu dommage. Et c'est quelque chose que j'ai entrepris maintenant il y a 8 ans, c'est que quand je suis arrivé à Roubaix, je suis revenu de Paris, je me suis dit il faut que Roubaix retrouve sa place. J'ai créé tissupapi.com en accent tout là-dessus, sur ma famille, sur l'histoire, sur le passé, sur le patrimoine. Parce que je sais très bien que c'est à partir de là qu'on pourra redévelopper Roubaix et aller chercher le futur. Ça, c'est certain. Donc, j'en suis certain, ça peut fonctionner. Ouais. Et c'est chouette, là, ce qu'il nous dit, lui. Hein. Ouais, moi, je retiens je suis certain qu'on va y arriver. Ouais. Et quand on voit tous ces acteurs en mouvement, on est optimiste. Et l'histoire de Tissu Papy, elle est très belle. C'est la capacité à grandir avec les générations, à partir d'un héritage pour le transcender. Et Jean-Charles est un très très bel exemple là-dessus. Ah ouais. Merci pour ce témoignage. Alors Samuel Tapin va animer le groupe Nouveaux Outils de Vente. Il est directeur de Blanchemaille et malade. On lui souhaite un bon rétablissement, mais on va en parler avec vous. Mais je reviens sur un point. Tout à l'heure, vous avez dit notre affaire, ça peut se jouer en 3 mois, quoi. Enfin, il y a une notion de célérité, finalement, comme ce que vous avez fait avec Blanchemaille, là. Hein, Oui, tout à fait. Ouais, il y a une course contre la montre à gagner et une capacité à se revoir concrètement pour parler à tous les gens qui nous écoutent avec les leaders présents sur le plateau, des idées qui vont sortir, des projets qu'on va proposer. Et c'est vrai que l'histoire de Blanchemaille, c'est aussi l'histoire d'une capacité à travailler vite et bien entre le moment où on a eu l'idée. Moi, je la lance dans la campagne fin 2013, début 2014, ouais. Et 18 mois plus tard, avec une mobilisation exceptionnelle, avec le partenariat avec Euratechnologies. J'en profite pour saluer la mémoire de Pierre de Saint-Ignon, qui a été un formidable partenaire, qui a compris ce qu'on voulait faire et qui ne s'est pas posé de questions. Avec toute l'équipe d'Euratechnologies, on est allé chercher un savoir-faire. On l'a décliné à une histoire locale. Parce que Roubaix, c'est le textile, mais c'est aussi la distribution. Ça a paru très logique pour tout le monde. Et aujourd'hui, c'est 300 personnes qui travaillent, avec une capacité à travailler sur les enjeux de la vente en ligne, sur les enjeux de la logistique, sur les enjeux du marketing et de la communication aussi. À Blanchemaille, donc, vous avez un bon socle de l'expérience en ligne. Donc le sujet de ce groupe de travail, c'est comment on s'apercole chez l'ensemble des acteurs. Alors il y a plusieurs sous-questions. Hein. Il y a les nouvelles logistiques. Parce que quand on parle d'upcycling et autres, à vos souhaits. Je ne sais pas qui est. C'est peut-être Annick qui est toujours avec nous là. Quand on parle d'upcycling, il y a une nouvelle logistique à inventer. Les réseaux sociaux aussi. Comment vous se les appropriez, enfin, comment on va balayer tous ces sujets?
On le voit à la fois pour les nouveaux créateurs, mais aussi pour les grandes enseignes. Aujourd'hui, la capacité à être présent sur les réseaux sociaux, à décliner, à construire aussi son offre et à écouter le consommateur sur les réseaux, elle fait la différence. Et puis après, il y a cette bataille de la logistique, en effet. Parce que pour tous ceux qui n'ont pas de distribution, de boutique, de réseau de distribution, il faut livrer vite. Il est loin le temps où on pouvait dire aux consommateurs vous attendez 5 semaines. Aujourd'hui, le produit doit être disponible en ligne et livré. On a connu il y a quelques décennies les 48 heures chrono de la Redoute qui était un exploit. Aujourd'hui, on sait que la bataille de la logistique, c'est au centre de tout. Alors, ce groupe est important aussi sur les nouveaux outils de vente parce qu'il est très transverse finalement de l'ensemble de vos activités, mesdames, messieurs, et vous pourrez également vous inscrire. Nous sommes entrés dans le dernier quart d'heure de notre rendez-vous. La dernière file, avec la chef de file, c'est celle des compétences et donc de la formation. Au hit parade des questions que vous posez, c'est ce sujet qui vous préoccupe le plus. On en parle avec vous, Anne-Sophie, dans quelques instants. Juste avant, vous l'avez cité, cette boîte IMC, qui est une entreprise familiale née en 93. On y va et ses dirigeantes sont aussi très attachantes. Regardez. IMC, c'est à la base une entreprise familiale qui a été créée en 93 par ma maman et ma tante. Et c'est une structure qui a grandi au fil des années, au fil surtout des besoins des clients. Notre activité a 2 fonctions. Le montage de prototypes pour les grandes enseignes de la région. Donc le prototypage, c'est quoi? C'est la première pièce qui découle d'un patronage qu'on vérifie. Et les petites séries pour les créateurs. Donc on fait des petites séries pour tous les créateurs qui nous le demandent. Ici, on travaille plusieurs types de produits. On est plutôt spécialisé chaîne et trame et mailles. On fait de la femme et de l'enfant, un petit peu d'hommes. On travaille essentiellement donc, la chemise, le pantalon, la veste, ce genre de vestiaire ou le t-shirt. On a 2 types de clients. Donc les grands comptes. Donc on va travailler pour les centrales d'achat. Donc ça peut être la Redoute, Pimki, Camailleux. Et les petits créateurs. Donc ça peut être du créateur qui travaille tout seul au créateur déjà plus grand qui a une équipe. Là, on va travailler du Horta, du Maripuce, des créateurs qui sont surtout en ligne pour la plupart. À l'initiale, je pense que les fondatrices ont choisi Roubaix parce que c'est là où elles ont grandi. Elles ont toujours travaillé à Roubaix. Elles étaient déjà dans le textile. Quand leur usine a fermé, elles ne sont pas imaginées aller ailleurs. Elles s'y sentaient bien, donc voilà. La plupart de nos clients sont aussi sur Roubaix et la plupart de nos partenaires de travail sont sur Roubaix, donc c'était une évidence. Ces derniers temps, et surtout depuis la pandémie, il y a vraiment un regain d'activité pour la fabrication en France. Et à Roubaix, on sent vraiment une dynamique plus particulière qu'ailleurs. Et il y a un peu cette synergie entre... Il y a beaucoup de gens qui ont émergé avec le Covid. Et il y a une synergie qui se crée. Et je pense vraiment qu'on est parti sur une lancée où c'est ici qu'on va trouver les épaules pour continuer à avancer. Le terme filière textile... Ce que j'aime dans ce terme, en fait, c'est ce côté, moi ça me rend à la fois fière et émue, c'est que ça fait repenser à avant. En fait, la filière, elle n'est jamais morte et elle est en train de redémarrer. C'est ça qui est beau, c'est génial. Enfin, il y a plusieurs structures qui sont en train de, comme moi, de passer à la 2e génération. Donc c'est les petits-enfants ou les enfants qui reprennent. Et on voit qu'on a du potentiel, des commandes qui arrivent, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Les gens ont envie de se reformer au textile, on commence à avoir du regain d'intérêt pour travailler dans le textile. Ouais, c'est encourageant, c'est très encourageant. Espérons que ça continue toujours. Fierté, émotion, merci pour ce témoignage. Alors Anne-Sophie Giraud, directrice emploi-formation à l'UITH, vous allez donc piloter le groupe Compétences RH. Juste une question en préambule, est-ce que ça recrute en ce moment dans le textile? Parce que ça part de là quand même. Hein. Oui. Oui. La filière recrute, que ce soit en confection, mais également dans les entreprises textiles. Alors je dirais, ça recrute... en ce moment, comme vous dites, mais depuis plusieurs années, nos entreprises recrutent. D'accord. Et nos entreprises ont des difficultés à recruter. Alors,
Donc, votre sujet est la toile de fond de toute cette dynamique. Alors, premier sujet, quelles sont les données du problème de l'offre de formation ? Ça commence par là. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce premier sujet ? Alors, l'offre de formation, quand on va parler des formations supérieures, post-bac, que ce soit école d'ingénieur ou stylisme, mode, à Roubaix est bien sûr très bien placé, puisque nous avons l'ancêtre école d'ingénieurs connue dans le monde entier. S-Mode, on en a parlé tout à l'heure, Philippe Smirou a parlé de la reconnaissance d'S-Mode et de ces différentes écoles. Nous avons dans la métropole lilloise des formations en confection, des CAP, Bac Pro, BTS, métier de la mode. Notre plus grande difficulté aujourd'hui, ce sont sur des formations textiles. D'accord, donc l'offre n'est pas complète aujourd'hui. L'offre était complète. Malheureusement, nous avons perdu notre CFA et l'offre aujourd'hui n'est plus complète, ce qui va à l'avenir poser problème à certaines entreprises. Oui, parce que quand Annick nous dit relocalisation, etc., on va avoir besoin d'opérateurs textiles. Voilà. On va avoir à nouveau besoin d'opérateurs textiles et là, il y a un chaînon manquant. Il y a un chaînon manquant. D'accord. Donc ça, c'est un premier sujet sur lequel vous devez travailler, alors que les besoins supérieurs ont des réponses. Mais la difficulté, c'est profil de production d'opératrices, d'opérateurs. Alors, face à ça, quel boulot allez-vous faire pour analyser les justes besoins des entreprises ? Alors, nous lançons... On parlait tout à l'heure d'alignement des planètes. Ouais. L'UITH lance cette année une grande enquête numérique sur les besoins en recrutement des entreprises de la filière. Enquête qui va se dérouler à l'échelle de la région, mais bien naturellement... 80% des entreprises et 80% de la filière étant situées sur la métropole lilloise et sur le versant nord-est, on aura des éléments pour Roubaix et pour la métropole lilloise. D'accord. Et nous allons travailler avec la ville de Roubaix pour organiser un groupe de travail qui sera représentatif de l'ensemble des partenaires. D'accord. Des entreprises industrielles qui sont là depuis 100 ans, 150 ans, qui ont connu les différentes vagues, les différentes difficultés, et qui aujourd'hui, pour certaines, ont un peu de mal à comprendre pourquoi elles ont tant de mal à recruter. Mais il va nous falloir également travailler avec des jeunes créateurs. Annick Géane en parlait tout à l'heure, qui s'installent et qui vont avoir des besoins. On va travailler avec des centres de formation. On peut citer un format qui forme des personnes en reconversion. Il y a une question là à l'instant, je vous coupe, excusez-moi. Est-ce qu'on peut utiliser cet univers pour favoriser la reconversion professionnelle ? On parle du retour à l'emploi des jeunes seniors. Oui. Il y a un truc là ? Alors on parlait justement d'un format, c'est l'exemple type. Un format est un centre de formation continue situé à Roubaix qui travaillait principalement pour les entreprises en formation continue et qui depuis quelques années travaille de plus en plus à la formation de personnes en reconversion, jeunes ou moins jeunes, qui souhaitent soit développer leur propre marque, soit travailler dans une entreprise de la filière. Et Annick... Oui. Il y a de très beaux exemples de gens qui étaient passionnés par la discipline et qui en font un métier. Et ça, c'est un très bel exemple. Quand on visite un format, on voit des gens passionnés qui arrivent à transformer une passion en métier, et souvent dans une logique en effet de seconde vie professionnelle. C'est ils ont souvent passionnant. Ils ont la capacité aussi à savoir ce que c'est livrer un produit à l'heure. Ils ont cette culture-là. Et quand on mixe avec des jeunes, ça donne généralement des échanges passionnants. Françoise Thomas qui précise qu'un format a su mobiliser un réseau de formateurs spécialisés en mailles, chaînes et trames.
Je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais ça va être intéressant. Alors, encore une question, ça aurait peut-être dû être d'ailleurs ma première question. Comment vous allez bosser sur l'attractivité de la filière ? Viens te former pour venir bosser à Roubaix, pour venir bosser sur ces métiers. Alors c'est le nœud du problème. Ouais. L'attractivité de la filière, l'attractivité de nos métiers, pas tant l'attractivité des formations. Malheureusement, nous avons des jeunes qui se forment à nos métiers, par exemple CAP ou Bac Pro, pour travailler en confection, et qui n'ont pas forcément la bonne image de ce que sera leur métier plus tard. Tout le monde ne peut pas être styliste, tout le monde ne peut pas être jeune créateur, créer sa marque, etc. Mais par contre, tout le monde peut trouver sa place dans la filière, dans une grande entreprise, dans une petite entreprise, chez un créateur ou dans la distribution. Ouais. Et donc il y a des besoins pour la production, travailler avec une machine à coudre. Il y aura un besoin d'ailleurs, Françoise Thomas, donc elle est Informa, c'est ça. Elle nous dit, d'accord, sur le textile amont, nous commençons à former les opérateurs à la demande d'entreprise. Lancement cette semaine d'une formation opérateur en tissage pour le compte d'une grande entreprise, parce que là aussi, il va y avoir des besoins, je suppose que vous le confirmerez, de parcours sur mesure. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Alors, on vous a présenté rapidement ces 5 groupes de travail. Vous pouvez, mesdames, messieurs, vous inscrire. Vous avez commencé à le faire et on va remettre dans le chat le lien sur lequel vous pouvez cliquer pour déposer vos coordonnées, vous inscrire à l'un de ces 5 groupes. Et puis, l'alignement des planètes, il y a aussi la planète télévisuelle, puisque France 3 diffusera prochainement un documentaire inédit qui fait un peu la mise en récit de cette transformation. C'est important de mettre en récit les histoires. Bienvenue Benjamin Carl, vous êtes auteur-réalisateur de ce documentaire. Alors, vous nous présentez Benjamin, parce que vous le connaissez bien, Guillaume. Benjamin, je l'ai d'abord, avant de le connaître personnellement, je l'ai d'abord suivi à travers le formidable documentaire d'une année de Made in France qui avait marqué les esprits il y a quelques années, où il avait expérimenté avec grandeur et décadence les difficultés de se fournir en produits Made in France. On se souvient tous qu'à un moment, il n'avait plus de frigo. Il s'était mis en péril là-dessus parce que tout simplement, il n'y avait pas de production locale. Et c'est vrai qu'on a eu la chance de l'avoir pour suivre cette formidable aventure des masques, où on a montré une capacité à se mobiliser dans une période de crise. Et on parlait d'accélération de l'histoire et d'alignement des planètes. Il a capté tout ça et on a hâte de voir son documentaire qui s'appelle Refaire et qu'on attend. Refaire. Refaire. Ouais. Alors, on va voir le teaser dans quelques instants, mais juste avant, Benjamin, je crois qu'il y a un mot-clé dans votre enquête en profondeur, c'est celui de l'espoir de communautés, de gens, d'habitants de Roubaix. Expliquez-nous quels ont été vos partis pris pour raconter ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, et j'écoutais d'une oreille un peu ce que vous disiez pendant toute l'émission, c'est que l'industrie, c'est pas juste une économie. En fait, évidemment, il y a de l'emploi, mais avec l'emploi, il y a aussi des espoirs qui se créent et des possibilités. Par exemple, dans ce documentaire, j'ai suivi l'histoire de Olympe, qui est une jeune fille qui est issue d'une famille nombreuse de 8 frères et sœurs. Et dans les possibilités, en fait, dans le textile, elle veut bosser dans le textile, c'est ce qu'elle veut faire, mais elle dit, une école, en fait, ça coûte trop cher et je peux pas me la payer. Mais rentrer dans le textile par la confection, en commençant à fabriquer des masques, c'est une possibilité de faire une progression en interne. Et donc, ce que l'industrie, c'est plein de choses. C'est pas juste dire on a une indépendance sur tel ou tel secteur. Ça va plus loin, en fait. Et donc, je pense qu'il y a cette espèce d'espoir en effet qui naît quand toutes les planètes s'alignent et quand en gros on dit là si on s'y remet, qu'est-ce qui se passe? Moi c'est ce que j'ai essayé de documenter avec ma co-réalisatrice Ella Serfontaine.
Alors, je vous cite, Benjamin, l'histoire que nous avons suivie est aussi enthousiasmante qu'incertaine, car ni les protagonistes de cette aventure, ni nous n'en connaissons l'épilogue. Vont-ils collectivement réussir à profiter de cette crise pour relancer l'industrie textile? Quels sont les ferments de la réussite que vous avez pu percevoir dans ces femmes, ces hommes que vous avez rencontrés? Déjà, c'est l'espèce d'envie commune. En fait, il y a quelque part, il y a une base très égoïste, très capitalistique finalement dans tout ça. C'est plein de gens qui ont une envie et qui se sont mis ensemble pour essayer de la convertir en quelque chose qui soit, en l'occurrence, une usine, un atelier textile. Donc moi, c'est ça qui m'intéressait, cette espèce de moment où, du fait d'une crise, d'une pandémie et de la prise de conscience presque terrible, dramatique, on n'arrivait pas à fournir la population en masques, quel que soit le niveau de protection d'ailleurs de ces masques, on n'arrivait pas à fournir suffisamment de masques, alors qu'on était à Roubaix spécifiquement dans une ville qui avait un long historique de textile, de confection, et donc il y avait cette espèce presque d'humiliation et dont certains ont voulu s'emparer en disant non, attendez, en fait on a un peu de panache quand même et on va essayer de remettre ça en place, quoi. Ouais. Alors, refaire un film inédit, reste avec nous Benjamin, un film inédit de Benjamin Karl, regardez la bande-annonce. Trouver du tissu est compliqué, trouver des étiquettes c'est compliqué, trouver des machines à coudre c'est compliqué, trouver des gens qui savent se servir de machines à coudre c'est pas simple. C'est parti ici en premier, il faut que ça revienne en premier. Alors l'élastique, on le pose comme ça. L'objectif de ce projet, c'est de créer des emplois. Je suis là, je fais quelque chose d'utile et j'apprends à utiliser des machines qui pourront me servir plus tard. Et hop, à masquer. Je pense même que c'est la première fois qu'on est en position de force depuis toutes ces années. C'est cette espèce d'envie du phénix de renaître de nos cendres, quoi. Arrêter d'acheter à l'autre bout du monde et on va commencer à relocaliser. Tu l'auras lundi le tissu, putain la machine elle est cassée, le mec sa femme elle est enceinte jusqu'au cou. Je sais pas si je vais tous les sauver, je vais essayer. Montre-nous comment tu danses au lieu de... Comme ça. Si à Roubaix, dans le textile, on dit c'est possible, il y a quelque chose de possible, bah finalement ça dit que dans plein d'autres trucs c'est possible. L'État va être, vous pensez, capable de favoriser en quelque sorte les appels d'offres. Je suis couillon. J'ai oublié mon masque. On fabrique des centaines de milliers de masques et j'oublie mon masque. Bon. Bonjour. Le 8 avril à 22h50 sur France 3, Benjamin, pendant la diffusion de cette bande-annonce très intéressante, il y a une petite discussion sur ce plateau. Vous faites œuvre utile parce que c'est aussi un boulot de revalorisation des métiers de toute cette filière, ce que vous racontez là. Ah, peut-être, ouais. Alors, je vous avoue que moi, avec Ella, ma co-réalisatrice, on est auteurs. Ce qui nous intéresse, c'est des trajectoires. C'est comment les trajectoires individuelles racontent quelque chose de plus grand, en l'occurrence la désindustrialisation et ce qui est encore une chimère d'une certaine façon de la relocalisation. Et donc nous, c'est ça qu'on a voulu raconter. Mais à l'intérieur, évidemment, quand on filme les espoirs de jeunes qui sont sinon décrocheurs, au moins dans des situations scolaires ou sociales complexes, évidemment qu'on remet en avant des métiers et on dit, non, en fait, c'est pas... Qu'est-ce qu'on nous offre aujourd'hui quand on est jeune? En fait, ça va être travailler en tant que vendeur dans des magasins. On va vendre
des vêtements qui viennent du bout du monde pour pas cher, travailler dans de la restauration rapide ou devenir auto-entrepreneur pour faire je ne sais quoi dans de la livraison. Là, en fait, le textile, il y a une possibilité de carrière. Ce qu'on a un peu oublié quand on a fait le choix de la laisser partir, cette filière. Donc, évidemment, ça remet en avant qu'est-ce que ça permet l'industrie. Et ça, je trouve ça intéressant. Ouais. 8 avril, 22h50 sur France 3, Refaire, un film écrit et réalisé par Ella Serfontaine et Benjamin Carle. Vous aimez Roubaix, Benjamin ? En tout cas, ça faisait longtemps que je cherchais à avoir cette ville comme décor d'un documentaire. Je suis très content d'y être arrivé et j'ai vraiment pas été déçu. Ah ouais, elle est attachante cette ville. D'ailleurs, le patron d'Esmod disait dans le fil des questions qu'il y avait une cohérence, je retrouve plus son texte, mais en gros il disait il y a une cohérence parce qu'on est aussi ville de cultures urbaines. Tout ça c'est maillé, quoi, bien évidemment. Merci beaucoup, merci pour ce beau cadeau. Bon, au boulot maintenant, Guillaume Delbar. Alors la suite. Tiens, est-ce que vous aurez un indicateur de réussite du projet ? On aura plusieurs indicateurs, mais le principal, ce sera la capacité à créer des emplois nouveaux. Et on l'a vu à travers les belles aventures des jeunes créateurs, on le voit à travers les entreprises historiques qui repartent en mode start-up, on l'a vu avec la magnifique renaissance de la Redoute. D'accord. Je pense que ce sera l'un des indicateurs principaux et on le voit bien dans le film et dans l'aventure des masques. Ce qui est intéressant dans ce qu'a filmé Benjamin, c'est aussi une capacité, quand on parle de réindustrialiser, relocaliser, nous par exemple, décideurs politiques, moi j'ai choisi d'acheter 110 000 masques. Xavier Bertrand en a acheté plusieurs millions pour les Hauts-de-France en faisant travailler l'industrie locale. On n'a pas passé notre temps à attendre sur le tarmac des masques venus de l'autre bout du monde. Et on parlait du consommateur qui évolue. Je pense que nous, on doit montrer l'exemple comme donneur d'ordre. Alors, si vous êtes intéressés, mesdames, messieurs, donc on vous a donné un lien dans le fil des questions. Voici aussi l'adresse contact@modeinroubaix.fr, vous la notez. Donc écrivez-nous pour faire part de votre candidature, de votre volonté de venir dans ce beau projet. Ce rendez-vous, il est aussi à disposition. Il est pour vous. N'hésitez pas à diffuser le replay un peu partout. Ce projet, il sera donc économique, écologique, social et en même temps. Oui, en même temps et surtout ouvert. Moi, je suis ravi d'accueillir toutes les bonnes volontés qui se sont exprimées en ligne. Je pense que ce sera aussi notre devoir d'avoir une clause de revoyure pour dire les groupes de travail ont produit tel projet, rejoignez-nous. Je pense qu'on ne fera pas, je le disais, des bilans dans 3 ans, mais bien plus dans 3 mois, avec des capacités de dire rejoignez-nous, vous êtes motivés par telle dynamique, vous avez envie de créer une formation nouvelle, comme c'est en train d'être fait avec une école de production qui va former ses premiers stagiaires à la rentrée. Bienvenue au club et vous découvrez, vous avez envie de nous rejoindre, on est ouvert et puis rejoignez le Made in Roubaix. Nous sommes tous en Made in Roubaix. Allez-y, et il faut aller vite. Il y a une notion de rapidité et d'agilité que vous nous avez bien expliqué. Merci à vous d'avoir suivi ce rendez-vous. Vous êtes désormais les acteurs de la textile à Roubaix. À bientôt.